Et exactement. Bon, alors sur le 30 km/h, donc je crois que c'est à l'habitude d'Anne Hidalgo de passer ça, évidemment pendant l'été. Donc premièrement c'était pendant l'été, deuxièmement c'était sans concertation. Donc je crois que c'est un peu les deux caractéristiques d'Anne Hidalgo sur ça. C'est comme ça. Et en plus, un petit peu d'autophobie. Ça peut-être troisième caractéristique. Je ne sais pas d'où vient cette haine, mais il y a une sorte d'haine quasiment hystérique et bon, moi, qui me semble totalement infondée contre les automobilistes, contre les mobilités individuelles, et notamment les mobilités motorisées et performantes, puisque ça permet d'aller plus vite et de joindre deux points beaucoup plus rapidement que bien d'autres solutions, même si ça dépend parfois des circonstances. Euh, donc voilà, le problème du 30 km/h, moi je pense que c'est avant tout un problème de liberté. C'est que il y a déjà très longtemps, les villes étaient limitées à 60 km/h, puis ils ont été limitées à 50 avec le raisonnement de dire ben, si on met la limitation à 50, tout le monde va rouler à 60, donc on atteindra l'objectif de 60 km/h. Là, c'est bien en dessous. Là, on va plafonner à 30, donc on va plafonner la mobilité. Il faut dire ce qu'il en est. Hein. On limite, on encadre et on restreint notre liberté de mouvement, ce qui est extrêmement. Alors, j'avais sorti un mot vulgaire, donc c'est vraiment, c'est on va dire extrêmement contraignant. Pour ne pas dire autre chose. Donc moi j'y vois vraiment un problème de liberté, de liberté publique. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on nous restreint cette liberté de mouvement qui est fondamentale dans notre, n'ayons pas peur des mots, hein, dans notre civilisation, puisque notre civilisation, notre pays, depuis tout temps, les hommes sont mobiles et grâce à l'automobile, à la moto, voilà, même aux avions, au train, ce que vous voulez, l'homme est encore plus mobile, ce qui lui permet d'aller plus loin, plus vite, de faire donc plus de choses, et donc d'être plus productif et donc de créer aussi plus de richesses. Généralement, les gens qui soutiennent cette mesure, ils sont pas impliqués, ils sont pas atteints par cette mesure parce qu'ils n'ont pas de voiture. Ça, c'est extrêmement courant pour en avoir parlé à pas mal de gens. Mais en fait, ceux qui sont pour, ben, ce sont ceux qui ont déjà des alternatives, comme David Béliard, par exemple, qui se vante sur un plateau télé quand je crois que c'est Apolline de Malherbe lui demandait bon ben vous êtes bienvenu en vélo hein, ou vous repartez comment exactement. Il dit ben un peu embêté, je repars en taxi sur un peu les arguments utilisés pour le 30 km/h. Ils utilisent par exemple notamment l'argument de la pollution. Alors, en fait, il y a deux arguments sous la pollution. Il y a l'argument pollution au sens particules fines, etc. Et ce qu'on met dans la pollution qui s'appelle le CO2, mais c'est pas vraiment un polluant, enfin c'est pas du tout un polluant, c'est un gaz à effet de serre et qui, selon beaucoup d'études, après chacun son point de vue sur ça, selon beaucoup d'études, pourrait causer un changement climatique, soit réchauffement climatique ou dérèglement climatique, on appelle ça comme on veut. Sur les deux arguments, donc c'est très simple. On va commencer par le deuxième, celui du CO2. L'impact est totalement marginal, même s'il y en avait un, c'est-à-dire même s'il y avait un impact positif, ce qui n'est pas le cas, on reviendra sur le truc de la pollution après. Même s'il y en avait un, c'est totalement négligeable parce qu'on parle de la petite ville de Paris, qui en France est certes importante, mais dans le monde, voilà, c'est insignifiant. Il faut dire ce qui est. C'est que le CO2 n'a un intérêt, on a intérêt à s'y attaquer que d'un point de vue mondial. Si vous ne vous attaquez pas d'un point de vue mondial, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire qu'on pourrait suicider tous les Français, ce que je dis à chaque fois, on diminuerait le CO2 de 0,8% dans le monde. Donc c'est rien. 0,8%, c'est-à-dire que dans un an ou deux, compte tenu de la croissance économique globale, mais c'est une petite pause avec la Covid, mais voilà, d'ici l'année prochaine, l'impact du retrait de la France, aura été totalement effacé par la croissance des autres pays. Donc voilà, ça peut être croissance démographique, mais croissance économique également, souvent les deux liés. Voilà, donc l'impact en termes de CO2, ça ne sert vraiment à rien de discuter, c'est un argument très fallacieux. Mais il y avait un argument aussi intéressant sur justement l'interdiction des véhicules thermiques. C'est qu'en fait, il n'y a pas de fin. Si on ne dit pas stop, il n'y a pas de fin. Parce qu'en fait, ces gens-là, il faut dire qu'ils ne sont pas concernés. Les gens qui décident et les petites associations qui envoient des études bidonnées ne sont pas concernés par ces problèmes. Ils n'ont pas besoin de voiture.
ou s'ils ont besoin de voiture, ben, ils paient un chauffeur. Et le chauffeur, ben, il se débrouille pour changer de voiture, donc il va avoir une voiture électrique à 50 000 balles, et ça pose aucun problème. C'est ça. Voilà, parce que il se démerdera. Il doit laisser le moteur allumé en attendant sa santé, la mairesse de Paris quand elle est en déplacement. Et c'est pareil quand vous vous baladez devant les ministères, etc. Il y a beaucoup de voitures qui restent allumées. Voilà. Donc non, ils s'en foutent parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes réalités que nous. Et c'est quelque chose qui, c'est vrai, pour les défendre un petit peu, je me mets à la place avec le je dis, bah non, mais il suffit de changer de voiture, il suffit de payer 50 000 balles, c'est rien. Mm. Ben ouais, mais pour beaucoup, 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 beaucoup de personnes en France, c'est énorme. Et donc voilà. L'autre argument qui est souvent employé, c'est le risque d'accident. En fait, l'argument souvent qu'on voit, c'est de dire, bah oui, quand on se fait percuter par une voiture qui roule à 50 km/h, il y a environ 80% de risque de mourir. Et ce chiffre passe à 15% quand la voiture roule à 30 km/h. Alors je sais pas, j'ai pas lu l'étude en détail, mais supposons que ça soit vrai, c'est un argument de la sécurité routière donc officielle. Supposons que ça soit vrai. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on roule à 50 km/h, il y a beaucoup moins de chances d'avoir un accident à 50 km/h parce qu'on freine avant, ou au moins on lève le pied de l'accélérateur. Donc l'impact est toujours inférieur, et si on respecte les limitations de vitesse, est toujours inférieur à 50 km/h. Donc cet argument me paraît quand même très fallacieux, surtout qu'aujourd'hui il y a énormément de systèmes de freinage automatique. Donc voilà. Et si François, tu peux remettre le graphique de l'accidentologie à Paris, de mémoire, ça représente donc ce qui a été considéré comme vitesse excessive. Après, j'ai beaucoup de témoignages de policiers qui nous disent que, ben, en fin de compte, quand on sait pas trop quoi cocher, on coche vitesse excessive parce que, ben, de toute façon, il y a pas d'expert, et s'il y en a un, il n'est pas forcément compétent. Hein, ce sont leurs mots. Donc voilà, quand il y a vitesse excessive, c'est pas forcément que la vitesse est excessive, c'est plutôt ne sait pas quoi répondre. Mais supposons que ce soit le cas, que ce soit vraiment vitesse excessive. Ouais, alors il y a un petit décalage. Je sais pas si on voit le graphique. Je vais tenter un petit peu Ah d'améliorer ok. le contraste. Hein, Oui, bah, je te laisse faire. Donc, en gros, environ 20% des accidents seraient liés à la vitesse excessive. Ce qui veut dire que sur les environ 40 morts, ça représente 8 morts. Et si après on réduit à uniquement les motorisés, c'est encore un petit peu moins. Donc en fait, déjà, on s'aperçoit que l'argument de l'accidentologie, de la mortalité, etc., est de l'ordre du négligeable.